Alors, sans plus tarder, je passe rapidement la parole à ma collègue Laura qui va passer en revue la plateforme de candidature. On va passer rapidement les questions, les différentes étapes et après on pourra revenir sur les questions. Je vous remercie de votre attention et je passe la main à Laura. Merci Awa et je vois que tu as répondu à beaucoup de questions. Il y a encore beaucoup de questions sur le chat. N'hésitez pas à continuer à les poser. Si on va pas avoir la possibilité aujourd'hui de répondre à toutes les questions, restez assurés qu'on va les répondre et on va les remettre sur le site dans la section FAQ. Donc, n'hésitez pas à lire bien parce que là, vous avez beaucoup de réponses. Beaucoup de vos questions sont répondues déjà dans le FAQ. Et donc, ça serait bien de le repasser pour être sûr que vous avez toutes les infos à jour. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Awa, est-ce que tu vois mon écran? Ou Mélanie? C'est bon, c'est bon. C'est On bon? voit ton Très bien. écran. Ouais, tu as pris Super. la main. Donc, j'espère que après cette présentation, vous avez tous les détails nécessaires pour candidater. Vous allez sur le site. Ici, comme je dis, vous trouvez tous les infos. Et en bas, si vous allez vraiment en bas, ici, vous avez le FAQ avec toutes les questions. Par exemple, il y avait une question, qu'est-ce que c'est l'innovation? Vous avez la réponse ici, qu'est-ce que c'est le critère future proof? Comment est-ce qu'on comprend l'additionnalité? Quelles sont les dépenses éligibles? Tout ça, vous trouvez déjà ici. Donc, n'hésitez pas à la consulter, cette section. Et ensuite, vous décidez que vous voulez candidater. Alors, vous allez ici, dans le bouton, et on va commencer à voir ensemble qu'est-ce que vous devez faire. Avant tout, vous allez revoir tous les critères d'éligibilité. Comme nous avons expliqué aussi sur le chat, tous les critères doivent être avec un grand oui, parce que si un de ces critères n'est pas, la réponse est un non, alors malheureusement, votre application ne va pas être éligible. Donc, c'est important de prendre ça en sérieux et de ne pas jeter votre temps parce que malheureusement, même si vous dites oui, mais en effet, un des critères n'est pas rempli, quand on va le retrouver, même pendant le processus, les due diligence, les visites de terrain, malheureusement, votre candidature va être exclue. Donc, perdez pas votre temps. On va avoir, on espère, beaucoup plus d'opportunités de faire des partenariats dans le futur avec des autres projets, des autres appels à projets. Donc, n'hésitez pas à attendre une bonne opportunité pour vos projets où vous remplissez toutes les conditions. Donc, une fois que vous allez faire le tour de tous les critères d'éligibilité, il y a aussi des critères d'exclusion, comme Awa a expliqué, comme par exemple que votre entreprise n'est pas soumise à des sanctions, etc., etc. Si vous avez tout ça bien fait, alors vous êtes prêt à aller dans la deuxième étape. Ici, vous pouvez aussi aller pour voir un peu toutes les différentes questions que vous allez être posées. Dans la deuxième section, il y a différentes conditions, comme par exemple le fait qu'il n'y a aucune obligation légale de cofinancer le projet proposé avant d'avoir une lettre officielle de la part de l'ambassade de Luxembourg dans votre pays, que la candidature doit être rédigée en français, des choses comme ça, et les contacts de la personne qui va faire l'application, qui va remplir et va être la personne de contact. Ensuite, la troisième étape contient les informations sur l'entreprise, le secteur d'activité, dans 3 phrases, qu'est-ce que c'est le bien ou le produit, le service offert par votre entreprise. Et je veux vous montrer aussi qu'il y a toujours ici, sur les questions de texte, il y a une limite de caractère. Donc, faites attention. Si on a une limite de caractère, ça veut dire qu'on essaye de limiter un peu votre réponse, mais c'est aussi une indication qu'on pense que environ ce nombre de caractères, ça va être suffisant pour nous pour avoir l'information nécessaire. Donc, si on vous demande 500 caractères, en réponse de 100 caractères, peut-être c'est un peu trop court. Essayez d'aller vers cette indication des caractères, de nombre de caractères. Le pays d'enregistrement, on a bien expliqué. Votre entreprise doit être enregistrée dans un des 3 pays. Donc, si c'est une entreprise européenne qui a des opérations dans le pays, mais n'est pas enregistrée dans au minimum un de ces pays, ça ne va pas marcher, malheureusement. Quels sont les pays d'activité? Il y avait une question, est-ce que si j'ai des opérations dans plusieurs pays, est-ce que je suis éligible? Bien sûr, vous choisissez le pays, un des 3 pays qui est le plus
on va dire, développé pour votre entreprise où vous êtes enregistré, peut-être où votre siège est. Et ensuite, vous allez indiquer les autres pays où vous êtes actif, le nombre des employés, le site web, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans la quatrième étape qui est vraiment l'étape où on vous demande toutes les questions sur l'innovation, le projet. Avant tout, un petit résumé du projet d'affaires. Et comme vous voyez ici, il y a aussi toujours une petite explication ou de guidance pour vous aider à mieux remplir et pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'on pourrait avoir sur votre projet. Donc, n'hésitez pas à lire bien. Et ici, par exemple, vous avez bien spécifié les différents points qu'on veut voir. Laura, oui? Laura, je me permets de couper. Il y a une question qui me semble importante par rapport aux informations sur les services de l'entreprise. Il faut parler de l'entreprise mère ou du projet proposé? Ça dépend. Donc, ici, par exemple, c'est le cœur, l'activité principale de l'entreprise. Et c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on a pensé à cet appel à projet, aux cibles de cet appel à projet? Nous voulons voir les jeunes entreprises qui ont moins de 5 ans. Et donc, c'est cette catégorie que dans le secteur de l'entrepreneuriat s'appelle les startups. Les startups démarrent leur activité avec un service ou un bien très bien défini. Ils sont en train de le commercialiser sur le marché. Et c'est exactement ça, la phase de développement d'entreprise qu'on voudrait bien voir. Donc, on essaie vraiment de cibler cet appel à projet sur les entreprises qui ont développé un bien ou un service innovant dans un des deux domaines et qui sont maintenant en train de valider vraiment sur le marché à travers une bonne stratégie de commercialisation. Notre aide, l'aide de la coopération luxembourgeoise en ce cas, c'est vraiment d'aider l'entreprise à faire les investissements nécessaires, à avoir le capital nécessaire pour pouvoir démontrer cette commercialisation. Et à la fin, comme Awa a bien expliqué, dans 1, 2, 3 ans, l'entreprise va pouvoir accéder aux autres types de capital, aux emprunts bancaires plutôt qu'au capital à risque, etc. Donc, on attend que peut-être, dans la majorité des cas, le bien ou le service de cette entreprise va être aussi l'innovation qui va être proposée pour le projet. S'il n'y a pas le cas, expliquez-le. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Comment est-ce que c'est développé cette nouvelle innovation à l'intérieur de votre entreprise? Donc, je vais retourner sur la section de la solution innovante et efficace avec le résumé, les axes thématiques. Donc, votre projet doit avoir un résultat d'impact, un effet d'impact très important sur un de ces domaines. Ensuite, le problème sociétal qui est abordé par l'innovation et par l'entreprise avec cette innovation, avec différentes questions. Essayez de lire bien et de répondre à ces différentes questions. Expliquez ensuite qu'est-ce que c'est cette innovation, qu'est-ce que c'est la proposition de valeur que vous avez et comment cette innovation répond vraiment aux problèmes que vous avez définis dans la section d'avant, dans la question d'avant. Et ensuite, le marché. Précisez vraiment quel est le marché, qui sont les clients payants. Peut-être il y a des solutions où le client payant n'est pas le même avec le bénéficiaire. Alors, essayez d'expliquer qui paye et qui va être le bénéficiaire de produits ou de services que vous allez fournir sur le marché. Et la section 25 qui est dédiée aux produits ou aux services. Et là, on voudrait bien comprendre en détail quelles sont les étapes clés dans la production, dans la vente de votre service. Donc, on a mis ici la conception, fabrication, promotion, distribution et tout ça, ça serait bien de comprendre quelles sont les différentes étapes de production et de vente que vous devez passer pour pouvoir porter votre produit ou votre service sur le marché à votre client. Et quelle est aussi l'expérience de l'utilisateur? Donc là aussi, ça serait bien de comprendre comment vous entrez en contact, comment vous persuadez le client d'acheter votre produit. Peut-être ça va être des produits ou des services qui ne sont pas considérés par le client, par le potentiel client au ce moment, d'être très utiles. Peut-être il n'y a pas encore la capacité de se permettre de payer pour votre produit ou service. Comment est-ce que vous allez attaquer tous ces défis? Quelles sont votre stratégies pour vendre vraiment?
Et ensuite, la concurrence et l'avantage compétitif. Quelles sont les différences avec des autres fournisseurs, des solutions alternatives, mais aussi des substituables. Donc, des solutions qui sont utilisées maintenant et peut-être vous avez vraiment une innovation qui vient comme substitut à la situation de maintenant. Ensuite, l'impact. Ici, on voudrait bien comprendre la théorie du changement. Pour les entreprises qui vont être présélectionnées, on va aussi vous aider, bien sûr, à réfléchir mieux sur la théorie du changement. Mais ce qu'on voudrait comprendre maintenant, c'est le processus. Donc, vous allez faire des actions, des activités qui vont donner suite à des produits, des biens, des services. Et ces services doivent avoir des résultats intermédiaires. Les résultats qui vont aller sur votre groupe cible et ensuite qui vont avoir une influence peut-être sur leur vie, sur la qualité de leur vie. Donc, on veut comprendre quel est le processus de votre côté sur ça. Ensuite, l'attraction commerciale et le plan de croissance. Ici, bien sûr, bien développer les stratégies, mais aussi le status de maintenant. Où est-ce que vous êtes? Une des questions, c'était aussi sur les revenus que vous avez eus jusqu'à maintenant, par exemple. Donc, ça serait bien de comprendre quel est le point de départ et comment ce point de départ va vous soutenir dans votre stratégie de croissance et d'acquisition de nouveaux clients, d'expansion, bien sûr. Vous devez aussi expliquer quelle est la durée du projet. Ça doit être entre 12 et 24 mois. Comme ça, on peut bien comprendre l'investissement et donc la partie de cofinancement de LuxDev aussi. Comment est-ce que ça va vous aider pour développer et mettre en œuvre votre projet. Et ensuite, expliquer le besoin de financement, quelle est l'utilisation des fonds et quelles sont aussi les sources de fonds. Donc ici, ça serait bien de comprendre, par exemple, si vous voulez indiquer des autres partenaires qui vont vous soutenir dans ce projet, dans la mise en œuvre avec des fonds, expliquer comment vous étiez en contact avec eux, qui sont cette personne, cette organisation, cette institution. Comme ça, on a une bonne compréhension de vos autres partenaires. Et ici, il y a aussi un modèle sur la question 31 qui vient en complément. Donc, ici, il y a un modèle financier. C'est très petit, donc vous inquiétez pas. Ici, on essaye de comprendre, d'avoir de votre part un aperçu global de votre traction. Donc, sur le réalisé dans les derniers ans. Et aussi, qu'est-ce que vous envisagez en termes de nombre de clients, de services vendus, de revenus, peut-être profit ou perte. Comme ça, on a un peu une situation, un aperçu global. Et la même chose, mais sur le coût de ce projet spécifique. Donc, un projet qui va démarrer en juin 2024, qui va durer pour 12 à 24 mois, qui va avoir des différents coûts, comme Awa a expliqué. Ça peut être des coûts liés aux produits vendus, salaires, ça peut être des investissements de type équipement que vous avez de vous avez besoin, ou peut-être des besoins immatériels comme des études, des frais de certification. Et ensuite, la partie des ressources. Les ressources qui peuvent être des revenus commerciaux que vous réalisez avec le projet, des fonds de trésorerie qui sont disponibles dans votre entreprise maintenant, ou peut-être des ressources externes, comme on avait dit, peut-être des autres subventions. Attention, là, on ne peut pas prendre en considération des cofinancements qui sont apportés par la coopération luxembourgeoise. Donc, le même projet ne peut pas avoir deux fois un soutien de la part de la coopération luxembourgeoise, donc de LuxDev dans ce cas, ou des autres fonds luxembourgeois. Et à la fin, le reste ce qui reste ici comme besoin de financement, ça pourrait être couvert, bien sûr, par le cofinancement de LuxDev dans les limitations qu'on a bien décrites ici. Donc, la couverture qui peut être de minimum 50 000 € jusqu'à 140 000 et les différents plafonds sur les différentes catégories de coûts. Donc ça, c'est un Excel. Vous pouvez le télécharger, remplir et ensuite le mettre ici avec un drag and drop. Attention à utiliser comme monnaie l'euro. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Vous avez le exchange rate ici, le lien. Et la dernière section, c'est la section de la motivation et de l'équipe. Ici, on voudrait bien vous connaître, donc comprendre quelle est la genèse de votre projet, de votre équipe, comment vous vous êtes connu, quelles sont vos qualifications peut-être, quelle est votre motivation de travailler dans ce domaine
et qui sont votre collègue, les membres de l'équipe, peut-être un organigramme si vous avez, et qui sont les propriétaires de l'entreprise. Et vraiment, la dernière question plus de contenu, c'est celui sur le risque. Les risques auxquels l'entreprise est confrontée, peut-être des impacts négatifs non intentionnels que pour votre projet et l'entreprise pourrait générer. Ensuite, s'il y a des autres documents que vous pensez que peuvent être utiles pour nous de regarder, vous pouvez toujours les mettre ici. Des questions en question sur comment vous avez découvert la Challenge Fund et les derniers documents qui sont nécessaires pour nous. Donc, tous les champs que vous voyez avec un petit rouge ici, c'est des champs qui sont obligatoires. Et ici, c'est dans ce cas une copie de dernière état financière officielle, si vous avez, et une copie de statut, de registre de commerce et numéro d'identification fiscale. Laura, Ça, c'est tout. Oui. je me permets de te couper. Il y a deux questions qui viennent de sortir qui me semblent intéressantes. Une question qui est, on distingue l'équipe des fondateurs. Donc, il y a bien une distinction entre les membres de l'équipe et les fondateurs de la structure. Enfin, si c'est le cas. Pas nécessairement, pas nécessairement. Alors, si les fondateurs sont encore impliqués, ils font partie de l'équipe aujourd'hui. Alors, on voudrait bien comprendre la totalité de l'équipe, donc tous les fondateurs inclus. L'équipe est Super. fondée par les fondateurs et tous les autres membres. Et une autre question, est-ce qu'il y a un avantage pour les entreprises sensibles au genre, une entreprise détenue à majorité par des femmes? Bien sûr que c'est quelque chose qu'on voudrait bien voir. C'est pas un critère. Si vous êtes juste des hommes, on va pas vous disqualifier, mais on est toujours très attentive à une égalité et de l'implication des femmes, ça c'est clair. Ouais. Je profite, une autre question qui a été reposée une deuxième fois, que j'avais prévu de poser après, mais je la pose maintenant. En fait, une entreprise qui demande si elle peut proposer un autre cadre de financement, BPF, BK23 ou autre, toujours avec LuxDev, savoir si c'est possible de cumuler des financements du Challenge Fund et d'autres financements de LuxDev. Ça me semble Très bonne important. question. Donc, pas si c'est le même projet. Comme c'est écrit ici, les subventions qui peuvent être portées comme ressources, donc comme apport personnel de l'entreprise pour cofinancer ce projet, c'est le minimum de 30% que l'entreprise doit porter et qui peut être couvert par revenus commerciaux, fonds de trésorerie, etc., mais aussi des subventions. Les subventions peuvent pas venir de la coopération luxembourgeoise pour le même projet. Si vous avez des subventions de LuxDev ou de la coopération dans un sens plus large pour des autres projets, ça, c'est pas grave. Mais pour le même projet, on ne peut pas les considérer. Donc, si vous avez, par exemple, une petite subvention d'un autre bailleur de fonds et qui est intéressé à soutenir le même projet, par contre, ça ne pose pas de problème. Bon, la dernière étape ici, c'est vraiment rien, c'est juste le consentement pour le stockage des données personnelles et votre engagement que vous avez donné des informations qui sont complètes et correctes. Et une fois que vous avez fini tout ça, vous pouvez vraiment envoyer. Pendant le processus, vous pouvez toujours sauvegarder et continuer plus tard. Si vous avez des questions techniques, toujours, vous pouvez contacter Akram, qui est la personne responsable de la plateforme VC4A. Vous avez son contact email dans le chat. Et toujours aussi, vous pouvez contacter nous-mêmes à LuxDev. Vous allez retrouver dans les slides le contact et peut-être, Mélanie, tu peux aussi le mettre sur le chat. Ouais. Je pense qu'on a juste 2 minutes. Je vais couper mon... Et peut-être il y a des autres questions. Oui, merci beaucoup, Laura. Donc, avant de passer la parole à Mélanie pour les questions, on voulait juste vous rappeler qu'on va lancer rapidement un sondage avant que certains ne nous quittent parce que je vois déjà certaines partir. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir votre retour par rapport à cette session. Et puis, naturellement, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais nous ferons de nos mieux, bien évidemment, après. Donc, le sondage sera lancé très rapidement et je passe la main à Mélanie pour certaines questions qu'on voudrait. Alors, j'ai noté toute une série de questions. Alors déjà, pour les personnes qui demandent, vous voyez sur le slide l'adresse de la plateforme et le replay sera bien sûr donc disponible sur
la plateforme, les questions. Je pense qu'on n'aura pas forcément tout, mais ça donne déjà une idée. Alors, bonjour. Pour ce qui est du contrat de travail, est-ce qu'une société avec des employés disposant de contrats de prestation sera bien considérée comme éligible? Donc, des prestataires extérieurs plutôt que des salariés de l'entreprise. Très bonne question, merci. C'est important pour nous de voir qu'il y a au minimum 2 personnes qui sont employées par l'entreprise. En plus de ça, si vous avez des autres partenaires, bien sûr que ça serait bien, ça montre aussi votre capacité d'exécuter, d'exécution et de mettre en œuvre le projet. Donc, on voudrait bien voir plusieurs personnes qui travaillent avec vous, mais au minimum, vous devrez être 2 employés dans l'entreprise. D'accord. Une autre question sur, est-ce qu'un projet sur le biocombustible avec la valorisation de déchets de biomasse est éligible? En sachant que les communautés rurales sont la cible. Ça dépend. C'est difficile à dire directement comme ça. Je vous conseille toujours de regarder les 2 domaines qui sont bien expliqués sur le site du Challenge Fund pour comprendre les types de résultats. Et ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais vous allez comprendre le type de résultats qu'on voudrait voir avec ces projets. Ça doit être des résultats qui vont dans la direction de la sécurité alimentaire, donc une meilleure efficience du système d'alimentation dans votre pays, ou plutôt dans une réduction de taux de déscolarisation, une augmentation de la réussite scolaire ou des formations professionnelles, d'apprentissage à distance en général. Donc, c'est difficile à dire. Je ne peux pas dire non, mais j'ai difficulté à voir le lien avec le projet que tu as indiqué, Mélanie. D'accord. Une autre question. J'ai créé ma SUARL dans le domaine cosmétique. En 2021, j'ai lancé le volet formation avec la SUARL. En 2023, j'ai détaché la partie formation en une entreprise à part, mais enregistrée en entreprise individuelle. Cette entreprise est-elle éligible? Je devrais relire tout ça, Ouais. c'est un Oui. long message, mais je pense que si l'entreprise avec qui vous voulez candidater remplit toutes les conditions, le fait que c'est une entreprise individuelle enregistrée comme une société unipersonnelle, ça pose pas de problème. Donc, les entreprises individuelles qui sont enregistrées comme société unipersonnelle, ils sont éligibles. On veut pas, on veut voir vraiment la capacité de cette entreprise de avoir des employés et de opérer sur le marché comme une vraie entreprise commerciale. C'est ça. Oui. Et si je comprends bien, il a détaché la partie formation de sa société en 2021. Donc, normalement, ce nouveau projet-là rentre dans les critères de sélection. C'est en 2021 qu'il a lancé la partie formation, non? OK, oui. C'est ça, si je comprends bien. En fait, la question des contrats de travail pose, beaucoup de questions. La personne, dit qu'en fait, les contrats de prestation, c'est bien avec l'entreprise, c'est juste un type de contrat différent du CDD ou du CDI, mais les personnes sont en interne. Est-ce que les contrats déclarés sont éligibles? Est-ce que c'est éligible? C'est des personnes qui sont déclarées, qui sont des prestataires, mais qui sont en interne dans l'entreprise, mais qui sont ni en CDD ni en CDI. Je pense que ça dépend un peu de la situation. C'est difficile pour nous de donner une réponse. Ouais. Je pense qu'on devrait aussi discuter avec nos collègues du service juridique parce que chaque pays peut avoir des différences. Donc, je dirais expliquer bien. Si c'est ça le seul point de question, vous pouvez aussi poser la question sur l'adresse que vous voyez bpf@luxdev.lu. Ouais. Comme ça, on essaye de nous renseigner et de vous pouvoir répondre. Parce qu'en effet, Ouais. c'est mieux que vous ne perdez pas le temps et à remplir tout et ensuite découvrir que le projet n'est pas éligible pour cette contrainte. Oui. OK. Ah, oui. Heu, ensuite, un projet lié à la sécurité alimentaire. L'apport minimum de 30 peut-il être constitué d'immobilisation, terrain, installation déjà réalisée ou est-ce uniquement un apport en numéraire? Très bonne question. Et c'est pas facile à répondre. Parce que si c'est
un immeuble qui vous avez depuis des années. Et alors, vous ne pouvez pas compter tout l'immeuble comme cofinancement, comme apport personnel. Vous allez compter peut-être l'usage que vous faites de cet immeuble dans le cadre du projet, faire une évaluation de cet usage et la compter comme apport personnel. Par contre, si maintenant vous allez faire une donation personnelle vers votre entreprise dans l'immeuble et ça vient vraiment pour soutenir le projet, alors peut-être ça c'est une situation différente parce que c'est un immeuble, c'est une ressource nouvelle qui vient soutenir directement le projet. Et J'espère que c'était clair. en complément, je Ouais. pense que ça vient compléter, est-ce que les investissements de l'entreprise des dernières années sont considérés comme cofinancement? Non. Les investissements doivent venir pour soutenir le projet que vous allez proposer. Donc, ça ne peut pas être des investissements il y a Passé. 1, 2 ans. Ça Ouais. doit être des investissements de maintenant. Mais vous avez, on a laissé les conditions, vraiment, on a essayé de les adapter aux besoins des entreprises start-up. Ça veut dire que vous avez la possibilité de faire une projection de revenus commerciaux que vous allez générer à travers le projet et mettre tous ces revenus comme apport personnel. Donc, n'oubliez pas, ça, c'est quelque chose de très, très important. Ouais, c'est vraiment de la flexibilité. On n'exige pas à l'entreprise de mettre sur la table maintenant les 30%, mais ça peut être évalué sur la durée du projet. Une autre question, une entreprise unipersonnelle est-elle différente d'une entreprise individuelle? Et une entreprise individuelle est-elle éligible? Alors, Je pense qu'on a répondu déjà. Ouais, ok, c'est oui. Donc, c'est simple. Si votre organisation est enregistrée comme société, ça veut dire société commerciale, qui peut être société unipersonnelle, société anonyme, société responsabilité limitée, etc. Ça, c'est bien éligible. Si maintenant vous êtes un avocat enregistré comme, ça dépend, dans chaque pays, c'est une autre situation, mais ça, c'est plutôt, en anglais, ça s'appelle le freelancer ou le travailleur indépendant qui a une entreprise individuelle, ça ne va pas marcher. Donc, si vous êtes une société unipersonnelle qui a la capacité, la possibilité d'employer et de constituer, de s'associer dans le futur avec des autres aussi, d'accéder au capital, aux investissements, au capital à risque même, alors ça, c'est éligible. Vous devez être une société. Ouais. Je vois encore une question. Nous souhaitons développer un pôle de confection d'emballage. Est-on éligible? D'emballage alimentaire, je suppose. C'est des Il faut questions. détailler. C'est assez Ouais. large comme question. Il faut vraiment aller dans les détails et essayer de toucher, oui, tout ce qui est sécurité alimentaire. Il faut vraiment détailler encore ce projet-là. Et j'imagine que là, une dernière question, parce que je pense qu'il est 12h17, qu'il va falloir qu'on arrête, autour d'une start-up spécialisée dans la production de contenu pédagogique est éligible. Je suppose que c'est la même réponse, ça dépend l'impact que ça a. Ouais. Tant que ça facilite ou ça encourage l'apprentissage à distance, normalement, ça rentre dans les secteurs, dans les critères. Maintenant, il faudrait vraiment prendre le temps de regarder les questions demandées dans le formulaire et de bien répondre, l'impact, les services, voilà, comment on compte gagner de l'argent, etc., pour pouvoir vraiment évaluer tout le projet. Je Ok. pense qu'on peut prendre une question finale. N'hésitez Oui. pas à laisser votre question sur le chat. On va prendre le temps dans les prochains jours à les répondre et à les remettre les réponses aussi sur le site. Donc, Ouais. n'hésitez pas à consulter dans le début de la semaine prochaine le site et pour retrouver aussi votre réponse. Et si vous avez des autres questions ou vous n'avez pas encore reçu votre réponse, n'hésitez pas à nous contacter via le site, Tout à via l'email que vous voyez sur L'email. le slide. Mélanie, une dernière bpf@boursedef.lu. question? Il y avait une question, alors que bien sûr, oui, quelle est la durée minimale et maximale pour le projet à soumettre? Très bien, donc c'est 12 mois minimum et 24 mois le maximum. Ouais.
Super. Cool. Alors, Voilà. un grand merci pour Merci à vous tous. les différentes questions et l'implication. Et merci à vous pour nous avoir accompagnés dans la description de Luxei Challenge Fund. Merci aussi Mélanie et Moussa pour l'aide, la modération. Et merci à vous pour nous avoir, parce que vous nous avez donné votre temps. Désolée, mon Ouais. français, malheureusement, c'est pas le C'est français naturel très de clair. Awa. On a enregistré plus de 500 inscrits et plus de 234 personnes se sont connectées à ce webinaire. Donc, en tout cas, vraiment, merci pour cet intérêt par rapport à ce projet. Nous espérons avoir répondu au maximum de préoccupations. Nous restons disponibles pour la suite des candidatures et puis voilà. Inch'Allah. Merci encore. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Bye, bonne journée. Au revoir à tous.